Pourquoi mangeons-nous ce que nous mangeons ? Ce que nous mettons dans notre assiette en dit parfois long sur notre caractère, nos angoisses et nos besoins. Sommes-nous conditionnés par notre culture, nos traditions pour aimer ou détester certains aliments ? En vertu du principe que l'on devient ce que l'on mange, il faut que l'aliment soit pensé avant d'être incorporé, puis symbolisé. Je pense, donc je mange. Pour parler de la symbolique alimentaire, avec nous je reçois aujourd'hui Carole Prost, naturopathe, spécialiste du sujet, la symbolique alimentaire. Bonjour Carole, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Marie. Moi je suis naturopathe depuis une bonne vingtaine d'années. Je travaille essentiellement dans cette vision holistique de la santé. Et je dirais que en lien avec le sujet qui nous amène à cette discussion aujourd'hui. Après quelques années de pratique de naturopathie plus hygiéniste, plus classique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problématiques qui n'étaient pas réglées par le régime, ni par les approches nutritionnelles classiques. Et du coup, voilà, je me suis tournée vers une recherche en lien avec le sens de notre alimentation. Alors avant de découvrir en quoi nos appétences et nos aversions parlent de nous, est-ce que tu pourrais nous dire comment la symbolique alimentaire est venue à toi et en quoi est-ce si important pour toi dans l'accompagnement de tes patients ? Alors c'est une question très pertinente parce qu'elle me ramène tout de suite en fait à l'enfance, elle me ramène tout de suite évidemment à ma propre histoire, comme tout ce dont nous parlons en général, hein, comme on dit, on ne parle souvent que de nous. Moi j'ai une passion pour l'alimentation depuis toute petite, en tout cas une passion pour la nourriture. Mais que ce soit dans les couleurs, j'étais fascinée par les marchés provençaux quand j'étais enfant, parce que j'avais des grands-parents qui habitaient dans le sud de la France. Donc ça m'a donné aussi des odeurs, des saveurs, l'odeur des aliments qui cuisinent. Voilà, en fait c'est tout. On va d'ailleurs parler des 5 sens, hein, parce que finalement quand on parle d'alimentation, on va se mettre tout de suite en lien avec tous nos sens. Et du coup, c'est vrai que le lien à la symbolique alimentaire, il s'est fait aussi en lien avec les symboliques des maladies, les symboliques du corps humain. En fait, finalement, je crois que c'est la symbolique qui me parle beaucoup depuis très jeune. Et c'est ça qui m'a ouvert en fait à chercher aussi des ponts, puisque le symbole, c'est aussi faire un pont entre deux choses. Donc, c'est aussi de faire des ponts entre l'alimentation et les grands symboles, je dirais, inconscients qui nous accompagnent en tant qu'humains depuis finalement que l'aube est l'aube, quoi. Très bien, non, c'est intéressant de pouvoir aussi faire le lien entre la symbolique et les maladies. Puisque en tant que naturopathe, tu accompagnes des patients, ils viennent te voir avec aussi des symptômes et tu arrives à faire le pont, c'est ça, entre la symbolique et leurs symptômes. Oui, et parfois c'est assez étonnant de voir comment si on reste sur la partie symptomatique, on patauge, on n'arrive pas en fait parfois à trouver la cause, puisqu'en naturopathie on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le causalisme. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a rien qui émerge et on va demander en fait quels sont les désirs de la personne en termes d'alimentation, de nourriture plutôt, de manière un peu plus vaste. Et finalement, à partir de là, on va tirer un fil et ce qu'il en ressort est quelque chose d'absolument dingue parce que ça va être une résonance totale avec l'histoire de la personne et pas seulement c'est pas un dictionnaire quoi. On va pas dire le yaourt c'est ça. Non, il faut comprendre aussi l'aliment en lien avec l'histoire de chaque personne. Dans le contexte de la vie de chacun. Dans le contexte de la vie de chacun. Bien sûr, le lait va toujours nous ramener à quelque chose en relation avec la mère, mais pour une certaine personne, le yaourt va avoir une signification particulière.
en lien avec son propre vécu. Donc la symbolique reste la même en fait pour chaque personne, mais la façon de le vivre est différente. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé cette connexion, et ben là, on déroule le tapis quoi quelque part. Et c'est incroyable et c'est d'une puissance assez folle qui me surprend toujours. Et alors justement, ces aliments que nous détestons ou adorons, alors ça signifie quoi au juste ? Pourquoi nous sommes si nombreux à adorer le chocolat et à détester les choux de Bruxelles ? Alors, les deux exemples sont... Je parle peut-être un peu de moi, mais... sont très caractéristiques, de goût, d'enfance aussi, hein, parce que là, typiquement, les enfants vont vite être assez rebutés par les trucs verts. Il y a la couleur aussi, hein, c'est vraiment... On y reviendra peut-être comment, en fait, comment on décrypte, finalement, ce qu'il y a autour des aliments et de leur symbolique. Mais en fait, déjà... Pour expliquer cette histoire de désir et d'aversion, en fait, c'est deux polarités, désir et aversion. Hein. Donc, on est vraiment sur deux manifestations d'une même chose. Ça, c'est hyper important parce que vous ayez envie d'un aliment ou que vous le détestiez, dans tous les cas, ça va raconter que vous avez une problématique en lien avec la symbolique de cet aliment. Maintenant, pourquoi on est si nombreux à adorer le chocolat ? Alors peut-être, si tu es OK, je peux déjà expliquer la symbolique du chocolat. Je pense que avec plaisir. Ça devrait parler à pas mal de tes auditeurs. En fait, le chocolat, c'est vraiment l'aliment de l'amour. On pourrait dire que, de par sa composition, il contient une substance qui s'appelle la théobromine, qui est quand même, du coup, la substance des dieux. Rien que ça, donc ça en annonce déjà pour ceux qui vont avoir besoin de se reconnecter à la source, on pourrait dire ça comme ça. En effet. Qui est associé à énormément de magnésium, même des quantités de magnésium dans le cacao brut, dans le cacao pur, qui sont vraiment très importantes. Donc le magnésium, on connaît son côté relaxant, antispasmodique, qui va favoriser la détente, qui va favoriser le bien-être. Et puis, il contient du PEA, et le PEA est précurseur d'endorphine. L'endorphine, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est une hormone, pseudo-hormone qu'on va sécréter, par exemple, quand on a un orgasme, mais aussi quand on fait une activité physique intense. Donc, c'est un profond état de détente, de bien-être et de connexion à la source. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est ma définition du jour. Du coup, forcément, quand ça va pas bien, quand on n'arrive pas à être en connexion avec soi, ou quand on ne s'est pas rencontré, parce qu'en fait, on est en mésestime permanente, on ne s'aime pas, ou la vie est dure et on a besoin de se connecter à ce sentiment d'amour universel, et là, l'appel du chocolat va être très fort, et du coup, y répondre, c'est aussi un peu comme un remède, c'est comme un médicament. Je préfère le terme de remède, au moins celui-là, il ment pas. Le remède, il va m'aider à nouveau, en fait, à me connecter à la source. Et du coup, je vais réenclencher ce sentiment de bien-être et je vais le revisiter à chaque fois que je vais manger du chocolat. Puis les choux de Bruxelles, c'est les crucifères. Donc les crucifères, ils portent leur croix. Déjà, personne n'a très très envie comme ça de porter sa croix. Enfin, c'est un petit peu lourd. Il faut être quand même vraiment très motivé. Et ça va nous ramener à la souffrance. Ce sont des légumes de souffrance, tous les crucifères, tous les choux. Qui contiennent du soufre, d'ailleurs. Exact, qui contiennent du soufre. Et notre alchimiste référence, on va dire, pour ne pas le citer, Patrick Burenstenas, dirait le soufre en se, c'est-à-dire le soufre à l'intérieur de soi. Donc oui, ils contiennent du soufre, comme plein d'autres légumes, mais les crucifères, c'est quand même des quantités assez importantes. Donc, ils vont nous permettre de traverser aussi ces souffrances. Mais on va dire que c'est pas le chemin le plus évident, c'est pas le plus facile. Quand je vais pas bien, c'est plus facile d'aller direct me connecter à la prise, finalement, avec un aliment qui est doux, qui est sucré, qui est amer aussi, parce que le chocolat noir notamment est amer. Et on dit en médecine chinoise que l'amer réjouit le cœur. Donc ça va aussi réjouir, ça va faire du bien. C'est pas seulement, comme on le voit souvent,
un aliment de récompense affective, de réconfort affectif. Oui, bien sûr, in fine, ce que vous obtenez, c'est le réconfort affectif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aliment vient combler un manque. Et là, le manque, c'est le manque d'amour, mais le manque d'amour envers soi-même. Et ce que tu dis, ça me fait penser notamment à ce que dit le docteur Zermati lorsqu'il parle des envies de manger émotionnelles, qu'il faut y répondre et ne pas lutter contre et répondre à cette envie lorsqu'elle arrive de façon la plus spontanée et ne pas aller contrarier peut-être cette envie de manger émotionnelle. Et si c'est du chocolat, eh bien c'est du chocolat. Oui, c'est très juste. Le problème, c'est que c'est un discours que peu de gens sont prêts à entendre, tout simplement parce qu'on est construit sur des interdits. On est construit sur du « il faut, je dois ». On est conditionné aussi par notre environnement médiatique. L'influence de l'image est partout, depuis déjà les années 60-70, mais ça ne fait que croître et que se diffuser dans l'inconscient collectif. Donc, c'est un message... moi, je suis ravie que tu m'invites pour pouvoir en parler, d'ailleurs, mais c'est un message qui n'est pas facile à entendre, ou en tout cas qui est peu répandu. Mais oui, 3 fois oui. L'idée, c'est que de toute façon, si on se met dans le contrôle et dans l'interdit, ça va revenir sous une autre forme, un moment ou un autre, parce que c'est un principe énergétique. S'il y a un vide quelque part, je vais chercher par des moyens, peu importe ce qu'ils sont, de combler ce vide. Du coup, là, l'idée de notre travail, c'est de comprendre comment, là, pour ce qui concerne les aliments, ils vont pouvoir, un peu comme un Tetris, venir combler les manques à l'intérieur de nous. Mais j'ai envie de vous dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fiche, ça marche quand même. Ouais, c'est-à-dire que vous allez quand même finir par l'acheter, cette plaquette de chocolat. Évidemment. Ouais. Ça va être retardé de quelques heures, de quelques jours ou de quelques mois pour ceux qui sont les plus hygiénistes, rigoristes et tout ce qu'on veut, mais ça finira par percer. Parce que tant que le problème de fond ne sera pas résolu, il n'y aura pas d'autre solution, ou alors après c'est une dérive. Quand je dis dérive, attention, tout ça, il n'y a jamais de jugement dans l'idée. Non, c'est que du constat, c'est que de l'observation en fait. Et s'il y a une dérive, c'est vraiment dans le sens de dériver comme le bateau. Et du coup, ça va être porté vers une autre solution qui peut parfois être plus délétère, plus dangereuse aussi pour la personne. Dans sa santé. Non, mais moi, je suis aussi ravie de commencer cette aventure Paracels avec toi, Carole, et par ce podcast pour justement donner le ton et apporter un discours différent sur le regard qu'on a sur les thérapies et sur nos comportements à nous, êtres humains, et cette complexité du vivant dans lequel on peut intégrer la symbolique pour sortir un peu de cette rigueur cartésienne, de la science médicale, pour vraiment faire de tout ce qu'on fait au jour le jour dans nos thérapies un art avec tout ce que ça comporte. Et alors, tu évoquais les 5 sens. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que là, j'aimerais comprendre un petit peu. Alors, on connaît le goût, qui vient évidemment être plutôt agréable ou désagréable. Mais est-ce que tu peux nous parler des autres sens et en quoi ils sont si importants dans notre alimentation et dans la symbolique alimentaire, justement ? Oui, alors tout est important dans l'alimentation, mais pour le coup... Rien qu'en ce qui concerne le goût, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de goût sans odorat, déjà. Donc en fait, l'olfaction, qui est un sens extrêmement primaire, est indispensable en fait pour sentir le goût des aliments. C'est un travail, on va dire, d'équipe entre le goût et l'odorat, et notamment par ce phénomène de rétro-olfaction, qui va diffuser les molécules volatiles des aliments et ça va éveiller déjà donc le sens de l'odorat, et à travers le sens de l'odorat, le goût va pouvoir se manifester. Et c'est important ce que tu dis, parce que moi je me souviens, et je ne pense pas être la seule, j'ai contracté le Covid, et lorsque j'ai perdu et le goût et l'odorat, je me suis sentie mais vraiment perdue par rapport à mon alimentation, perdue par rapport à mes sensations, et c'était extrêmement désagréable là, justement de cette perte de repères. Ça peut même créer une forme d'état dépressif.
Oui. En fait, cette perte de l'odorat et du goût, qui s'est en effet beaucoup manifestée pendant la période de Covid. Et des gens qui ont perdu l'odorat pendant plusieurs mois, on a constaté qu'en fait, ça avait eu un impact aussi sur leur état psychique. Intéressant. Et ça a contribué en fait à maintenir une forme d'état dépressif. D'accord. Donc voilà, le goût et l'odorat, ça c'est vraiment peut-être les deux premiers, parce que ça va être lié aussi à ce qui se passe dans l'apprentissage. L'apprentissage en lien avec la nourriture, mais là je parle d'un apprentissage presque in utero et à la sortie de l'utérus maternel, dans les premiers instants de la vie. Le petit ne voit pas, le petit sent, c'est un petit animal. Et d'ailleurs, on sait très bien que si on pose un bébé à la sortie du ventre de sa mère sur son ventre, et on le touche pas, on le laisse, il va faire donc ce fameux phénomène je sais plus, mais en français, en gros, il grimpe, quoi. De reptation. Oui, de reptation, il rampe, mais c'est un nom anglais, je ne me souviens plus. Il rampe vers le sein et il est guidé, en fait, par l'odeur. Rendez-vous compte, la puissance, en fait, de l'odorat, du coup, pour un être humain. Et le sens du toucher, on y vient, du coup, aussi, c'est que ce peau à peau, ces sensations, en fait, de toucher de l'aliment. On dit d'ailleurs oh, tu as une peau de pêche, ma chérie. Vous voyez, on va d'ailleurs très souvent, il y a beaucoup de sensualité en fait autour de l'alimentation. Regardez les publicités, à chaque fois, comment le chocolat il coule d'une manière extrêmement sensuelle, franchement, les publicités, c'est magique pour comprendre les symboliques alimentaires, ou en tout cas, ça nous donne beaucoup de clés aussi. Et ce lien avec l'enfance, on peut le faire donc aussi dans le toucher, et peut-être qu'on aimera après toucher les aliments ou pas, parce qu'il y a des gens qui détestent manger avec les doigts, il y en a d'autres qui vont adorer manger avec les doigts. L'enfant, si on le laisse faire, il adore toucher, parce que on va avoir de l'information, de la perception au niveau de nos nerfs. On est très innervé, on a beaucoup de sensations au bout des doigts, donc ça va nous transmettre aussi des informations sur la texture de l'aliment. Est-ce que ça fait schlurps? Est-ce que ça fait croc, croc, croc? Est-ce que c'est du pain sec? Vous voyez, on le sent si c'est sec au toucher. Donc, ça va donner une information déjà au cerveau sur la sensation qu'on va avoir quand on va le mettre en bouche. Et ça va nous faire un lien direct avec l'ouïe. On n'y pense pas, mais en fait, l'ouïe est un sens extrêmement important dans le lien à l'alimentation, parce que justement, les sensations qu'on va avoir quand on mâche, quand on mastique, vont aussi donner une information au cerveau. Finalement, tout est relié aussi au cerveau, comme beaucoup de choses. Mais les neurosciences nous apportent aussi beaucoup d'éclairage par rapport à tout ça, et nous guident vers une autre lecture finalement que cette lecture un peu judéo-chrétienne, punitive, qu'on peut retrouver aussi en lien avec l'alimentation. Tu disais en introduction la culture, oui, la culture, la famille, déjà la famille on pourrait dire en premier, et parfois la religion, vont amener aussi des interdits alimentaires, et aujourd'hui la science et les neurosciences nous montrent que tout est une affaire de sensation en fait, et d'interprétation en lien avec notre cerveau et du coup avec notre vécu. Et alors, si je reviens au toucher, ça peut être aussi très culturel, parce que nous, par exemple, Européens, on est habitués à manger avec une fourchette et un couteau, là où dans des pays d'Afrique, moi j'avais une amie qui me racontait qu'il mange avec les mains, il y a un plat central, familial, et tout le monde se rassemble autour, et tout le monde mange avec les mains. Alors ça, j'imagine que ça a une influence aussi, la façon dont on a été éduqué face à la nourriture. Ça peut changer aussi la donne. Oui, c'est un impact énorme, surtout qu'on peut le voir directement avec l'évolution de l'histoire de l'alimentation. En tout cas, chez nous, en Europe, on n'a pas vraiment de traces de période où on mange avec les doigts, ou alors vraiment c'est les gueux, quoi. Mais les traces écrites, j'entends les traces écrites qu'on a, c'est plutôt le bol. En fait, le bol de bois, la timbale éventuellement de fer, mais c'est quand même pendant très longtemps le bol de bois, avec la cuillère en fait, avec la cuillère qui l'accompagne.
Et puis, on voit qu'il y a une scission, par contre. Alors, j'avais fait tout un travail de recherche sur l'arrivée de la fourchette, mais c'était absolument passionnant. Alors, je ne retrouverai plus exactement les dates, mais il y a eu un moment post-Renaissance, il me semble, où, en tout cas, dans les familles riches, dans les familles d'aristocrates, dans les familles princières et autres, on a vu arriver des couverts, et notamment la fourchette. La fourchette, vous remarquerez qu'elle a des dents. Donc c'est un peu, je me suis amusée à dire, c'est un peu le prolongement de notre dentition, puisque on va attraper avec la fourchette ce qu'avant on pouvait éventuellement, dans notre côté très animal, très mammifère, mais là dans le sens un peu primaire, manger directement à la bouche, quoi, de la bouche à l'aliment, on pourrait dire. Et là, on met de la distance. La fourchette, elle est quand même au bout du bras, au bout de la main, et elle va rentrer en lien avec la convention. À l'arrivée de la fourchette, je mets de la distance entre ces choses qui viennent de la terre, donc qui sont un peu connotées, pas sales, mais si je fais le lien avec les aristocrates, c'est plutôt le monde paysan qui est au contact avec la terre et à l'agriculture. C'est pas... on cherche à s'en éloigner quand même, parce qu'on existe par la convention. Dans le symbole de la fourchette. Tout à fait. Là, la fourchette peut aussi inconsciemment remplir le rôle de symbole de mise à distance de la terre et de ce monde que les aristocrates rebutaient pour certains. Ouais. Carrément. Okay. Et en plus, on peut même faire un lien actuel avec la haute gastronomie, où vous allez dans un restaurant gastronomique, si vous n'êtes pas formé, on va dire, formé, là, faut vraiment l'entendre dans le sens de donner forme. Si on vous a pas donné la forme et donné les clés, donné les codes depuis votre plus tendre enfance, vous êtes paumé parce qu'il y a 3 fourchettes, 3 couteaux. Donc on a complexifié, on a la convention, et de la convention de départ, on est allé jusque vraiment au code qui fait que si vous n'êtes pas initié, là on va vraiment parler d'initiation, vous avez l'air ridicule, vous savez pas quoi faire, et vous n'avez pas votre place quelque part. Donc, vous voyez que, en fait, il y a 1001 ouvertures de compréhension du monde à travers l'histoire et de notre monde actuel, et du coup de notre vécu et de nos problématiques en lien avec l'alimentation. C'est intéressant parce que oui, c'est vrai, 3 fourchettes, 3 couteaux, mais une seule bouche. Au final, ça arrive toujours au même endroit. Mais alors justement, je reviens sur le sens de l'ouïe, où certains ont poussé à l'extrême, notamment dans des vidéos assez récentes, tu sais, ce développement de l'ASMR, où on entend des personnes vraiment jouer sur ces sons de bouche de personnes qui mangent des aliments. Et alors ce qui est intéressant, c'est que soit on adore, il y a des personnes vraiment qui se délectent justement de ces vidéos et audios, et d'autres qui détestent les sons de bouche. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et quel est ton regard là-dessus ? Bon, je te remercie pour l'info. Moi, j'avais pas... je connais le phénomène, mais j'avais pas je n'avais pas connaissance que des personnes utilisaient ça avec des aliments aussi. Donc, forcément, ça va amener de l'eau à ma source. Ce sont des millions de vues ou d'écoutes. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, ce phénomène. Ça nous ramène, en tout cas, dans l'aversion. Le désir, il faudrait que je creuse parce que c'est vraiment... je sais pas trop quoi répondre par rapport à ce qui leur amène du plaisir à écouter ça. Par contre, il y a des recherches qui ont été faites sur l'aversion au bruit. D'accord. Mais ça existait avant l'ASMR, c'est-à-dire des personnes qui disent ne pas supporter, par exemple, ça a même un nom, il m'échappe là, c'est comme une sorte de phobie. Les bruits de bouche. Oui, des bruits de bouche, mais vous mangez quelque chose de croustillant, par exemple, des chips, un cracker, et puis la personne, vraiment, ça la fait partir en crise elle est vraiment repoussée, quoi. Elle ne supporte pas. Donc, la personne qui écoute ou la personne qui écoute. Oui, parce que dans notre éducation, on a souvent entendu il faut manger la bouche fermée.
Oui, de alors pas chez faire pas. nous, c'est pareil, Oui, c'est très culturel, hein. mais bien En sûr. Asie, si vous faites pas des bruits de bouche quand vous mangez votre soupe ou vos nouilles, c'est assez mal vu. D'accord, ouais. Donc en fait, tout ça, c'est pareil, c'est très culturel, Bah, bien mais sûr. on voit bien que le bruit est important. Donc moi, je le mettrais plutôt en lien, alors c'est une supposition à vérifier, mais plutôt en lien avec des sons, un confort aussi in utero. On va aussi on va penser au bruit de succion du nouveau-né. On va penser, oui, à toutes ces choses très organiques en fait. Ça va nous ramener à des choses très organiques, le son. Ok. Donc voilà, de l'inconscient des profondeurs, on dira ça comme ça. Ouais. Et alors justement, tu nous as parlé du bébé tout à l'heure, de ce bébé qui recherche le sein de sa mère grâce à l'odeur. Mais alors justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur la grossesse. Voilà. Et est-ce qu'une femme, pendant sa grossesse, qui est en lien très étroit avec son enfant pendant plusieurs mois, est-ce que son alimentation, et on sait que les femmes enceintes ont des envies ou parfois des dégoûts qui n'étaient pas là préalablement à la grossesse, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'enfant plus tard? En quoi ça peut... d'abord, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et si oui, comment ça se fait? Alors, il y a plusieurs découvertes. Là, du coup, il faut ouvrir une petite parenthèse sur l'épigénétique. Donc l'épigénétique, comme son nom l'indique, c'est un peu tout ce qu'il y a autour de la génétique, mais qui n'est pas conditionné aux gènes à proprement parler. Alors moi, c'est une notion qui m'est très chère dans la naturopathie moderne, on va dire. C'est que ça nous permet d'expliquer par une approche beaucoup plus scientifique des choses finalement qu'on développe et qu'on utilise en naturopathie depuis très très longtemps, depuis l'époque d'Hippocrate, voire même dans d'autres médecines traditionnelles, bien sûr, à travers les âges. Et c'est quelque part un peu à cheval entre l'énergétique, donc il y a quelque chose de l'ordre du vibratoire dans tout ça, et donc ça va nous parler du message, et de l'environnement, donc l'empreinte de l'environnement, donc ça c'est tout ce qui va être autour du gène, et la question qu'on va se poser, c'est comment l'empreinte de l'environnement va pouvoir influencer la vie de l'enfant à naître. Et évidemment que la première chose qui se passe pendant la grossesse, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement physique, physiologique, hormonal, bien sûr. Je dirais presque, bien sûr, spirituel aussi, parce qu'on est en connexion avec plus grand que soi dans le fait de donner la vie. Et puis, bien sûr, on se reconnecte à notre propre histoire et à notre propre vie in utero. En fait, chaque femme qui est consciente d'être enceinte, on pourrait dire, parce que bien sûr, il y a toutes ces femmes qui ne le sont pas, en tout cas pendant les premiers temps, ou alors, voilà, parce qu'on fait des grossesses... Ça arrive qu'il y ait des dénis de grossesse, oui, des dénis de grossesse, des choses comme ça, qui sont quand même moins répandues. Mais en tout cas, toutes les femmes qui ont été enceintes, donc ça compte les fausses couches aussi, c'est vraiment qui ont été enceintes et qui ont su qu'elles allaient être enceintes. À ce moment-là, il y a quelque chose dans leur inconscient, voire dans leur conscient, mais c'est quand même beaucoup plus souvent inconscient, qui va se reconnecter à leur propre vie in utero, à leur propre naissance et du coup à leur éducation, aux interdits, il faut pas, je dois, etc. Et tout ça, ça va conditionner les désirs d'aliments, les aversions pour les aliments pendant la grossesse. Et ça va bien sûr à travers toutes ces histoires de goût. On a pu montrer même dans une étude assez récente que l'appétence pour le salé, en fait, si une maman mangeait beaucoup d'aliments très salés, en fait, ça allait influer le goût du liquide amniotique dans lequel le bébé va grandir pendant 9 mois quand même. Ouais. Donc ça pourrait influencer aussi ses goûts et notamment le fait qu'il va rechercher une alimentation plus salée. Alors que en fait, le bébé à la naissance possède une appétence naturelle, on va dire, pour le goût du sucre. Bon, ça vous étonnera, moyennement. Mais en tout cas, toutes ces transformations, toutes les émotions que la mère va vivre pendant la grossesse, comme elles vont avoir un impact aussi sur ses désirs alimentaires, forcément, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec l'impact que ça aura aussi sur l'enfant, et voire même
très tard dans sa vie, pas forcément que sur le tout petit. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc l'enfant va arriver avec des appétences et puis des choses qu'il aimera moins, mais qu'est-ce qui fait que dans notre vie de grandissant et d'adulte, on va d'un seul coup se mettre soit à détester un aliment, alors qu'auparavant ou alors à l'adorer. Quels seraient les facteurs, voilà, principaux qui permettent en fait un peu de switcher entre détester et aimer un aliment? En fait, c'est toujours ces facteurs psycho-émotionnels et environnementaux, mais du coup liés à l'aspect psycho-émotionnel, vraiment. Je vais prendre un exemple très simple, c'est un aliment qui est souvent détesté. Enfin, il y en a quand même quelques-uns dans notre culture. Alors, c'est important de préciser que tout ce que je dis là est valable pour notre culture occidentale, oui, bien sûr. voire même franco-française presque. Hein. Ouais. Il y a toujours des variations possibles. Si je suis née dans le bassin méditerranéen ou si je suis née dans le nord de l'Europe, forcément déjà, j'aurai pas la même culture au niveau alimentaire. Et alors, entre l'Asie et je sais pas, l'Amérique du Sud, évidemment, qu'il y a aussi d'autres codes. Donc, il faut s'intéresser et replacer l'aliment dans son contexte culturel et sociétal. Oui, c'est important de le dire parce que tout à l'heure, tu nous donneras des exemples un peu pour que nos auditeurs puissent comprendre qu'est-ce que sont les symboles. Mais c'est bien, c'est important de le préciser. Ouais. Oui. Donc, si je parle d'une référence française, quand on interroge les gens, beaucoup d'entre eux vont dire qu'ils n'aiment pas les abats. Aujourd'hui, c'est très fréquent, alors qu'il y a 50 ans en arrière, on aurait eu peut-être 2-3 fois plus de gens qui auraient répondu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils auraient eu du désir d'abat. C'était d'ailleurs très répandu. Il y à même des boucheries spécialisées. Oui, c'est vrai, les triperies. On avait les triperies auparavant. Et donc, il était très commun de manger des abats au moins une fois par semaine. Dans beaucoup de familles françaises, on va dire modestes, mais parfois aussi, ça s'est maintenu dans la gastronomie, parce qu'on mange encore les riz de veau, par exemple, dans les restaurants gastronomiques. On mangeait des rognons, on mangeait de la cervelle d'agneau, on mangeait des choses comme ça. Aujourd'hui, vous dites ça à la plupart des gens, ils vont vous faire la grimace. Ça, c'est un très bon moyen de voir tout de suite désir et aversion. C'est juste d'observer la tête que font les personnes quand on pose ces questions. Et il y a une réelle aversion d'une grande partie de la population pour les abats aujourd'hui. Les abats, ce sont les organes principaux du mammifère. Ce sont ces organes vitaux, donc les tripes, les intestins. On peut manger du cœur, on peut manger du foie, on peut manger de la cervelle, langue, on peut manger de la langue, etc. Qu'est-ce que tout ça va dire aujourd'hui de notre civilisation ? En fait, c'est comme si le secret de l'organe était contenu en fait dans l'organe, et que avant, comme on parlait peu, comme on échangeait peu sur le plan de la psychologie, là j'entends, il y avait très peu de communication entre les personnes, les membres d'une même famille. On n'était pas là à se demander 4 fois par jour, ça va toi, t'as bien dormi, t'as bien mangé, t'as bien machin. Non, on était dans une vie régie par le labeur, par les rythmes. Le sens de la vie était souvent donné par le sens du travail, avec teinté plus ou moins de religion selon le milieu. Donc on allait finalement communier autour de l'organe et la fonction qui va avec l'organe. Okay. Donc, de là à dire qu'on prenait un peu d'intelligence avec la cervelle d'agneau, finalement, si on regarde bien sur le plan scientifique de quoi est composé un cerveau, on allait chercher des phospholipides, on allait chercher du gras. On allait chercher des substances qui allaient en effet nourrir le cerveau. Si on va chercher du foie, on va chercher la relation à la famille. On va chercher à se remettre en lien, donner du sens au matériel, au fait que, on est un peu englué dans un fonctionnement familial. Et on peut entendre le foie de différentes façons. Il y a aussi la foi, religieuse. On partage des choses de l'ordre du familial. J'avais un de mes formateurs qui disait foi, fric, famille. C'est les 3 F.
parce que c'est la matérialité, et ça nous ramène aussi d'ailleurs dans la mythologie à l'histoire de Prométhée, qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et Prométhée, il est puni et il se fait bouffer le foie toutes les nuits. C'est quand même génial parce qu'on a découvert après que le foie est un organe nocturne, on pourrait dire ça comme ça, Ouais. et il se fait manger le foie par un oiseau, et tous les jours son foie se régénère. On ne savait pas à l'époque que le foie se régénérait. On le sait aujourd'hui, mais... Qu'à l'époque de la mythologie, en tout cas des écrits, on savait que le foie était un organe qui se régénérait. Donc on va chercher c'est la matérialité, c'est vraiment l'organe de la matérialité, le foie. Et les intestins, c'est les tripes, donc c'est l'inconscient familial. Donc avant, finalement, l'inconscient familial, tout le monde le partageait autour de la table, quoi, sans rien dire, parce qu'on n'échangeait pas, on faisait pas de la psychogénéalogie, on faisait pas, vous voyez, tous ces trucs-là. On se régalait de la langue, sauce gribiche, parce qu'on ne parlait pas. Donc la langue, elle était au milieu de la table, comme un symbole de ce qu'on ne peut pas dire. Et aujourd'hui, tout ça, ça nous dégoûte un peu parce que finalement, nous n'en avons plus besoin. Et c'est très intéressant que cette lecture au sens symbolique, parce qu'on aurait pu juste tout simplement l'expliquer par aussi un trop-plein d'hygiène et de règles alimentaires basées sur les microbes aussi qui envahissent les intestins. Et c'est vrai qu'on les a éliminés de fait suite aussi à des scandales sanitaires. Je reviens peut-être aux épisodes de la vache folle dans les années 90, 90. Non, c'est vraiment passionnant. Et puis tu parlais du foie, et c'est vrai que cette transversalité des connaissances et des médecines traditionnelles, parce qu'en effet, en médecine traditionnelle chinoise, le foie, son heure d'apogée énergétique, c'est la nuit, justement. Donc ça fait le travailleur lien. Nocturne. C'est un travailleur nocturne, en effet. Et alors, est-ce que tu pourrais justement nous donner quelques exemples de symboles dans quelques aliments? Alors, on a bien compris qu'il fallait le mettre dans le contexte évidemment de la vie d'une personne, mais est-ce que tu pourrais nous donner pour que nos auditeurs puissent avoir quelques idées de ce que certains aliments peuvent nous dire et comment ils parlent de nous? Alors, peut-être on peut rebondir sur la vache folle, puisque en effet, il y a eu une espèce de rupture de confiance aussi du consommateur dans les années 90 avec... Alors, je rappelle peut-être pour les plus jeunes auditeurs d'entre nous, en effet, il y a eu un scandale lié à ce qu'on appelle des agents transmissibles non conventionnels, qui étaient des prions qu'on a retrouvés en fait dans les cerveaux de ces pauvres animaux. Et donc, en fait, il a été question d'interdire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, toute consommation de cervelle, des bovins notamment. Et puis après, ça s'est étendu, je crois, à toutes les catégories animales, par peur de transmission à l'homme. Et donc, je te laisse poursuivre. Oui, mais merci pour le rappel et surtout que tu nous donnes encore une merveilleuse clé en disant que cet élément s'appelait le prion. On va le garder de côté. Oui. Okay. Et on va revenir sur la vache. Donc cette vache symbole. Alors là, on pourrait vraiment presque dire international, multiculturel, transculturalo-universel, bref, tout ce que vous voulez, on retrouve la symbolique maternelle dans la vache. La vache sacrée en Inde, on a dans la tradition amérindienne aussi beaucoup de choses en lien avec la puissance en fait de cet animal. Alors c'est pas la vache, c'était plus le bison sacré, mais vraiment de partout où il y a, en tout cas, ces animaux sur la planète, il est rattaché à la symbolique maternelle. Du coup, son lait de mamelles, qui sort de mamelles, je rappelle mammifères, les mamelles, nous sommes des êtres à mamelles. Désolée pour ceux que ça pourrait choquer, mais c'est un petit rappel de notre origine animale. Ce lait va forcément nous mettre en relation avec la mère. La vache, c'est vraiment le symbole de la mère tranquille. La mère coule hyper bien dans son rôle de mère, quoi. La vache, elle assume pleinement d'être mère.
elle est dévouée à son petit. Elle est là, placide, elle va brouter toute la journée. Et elle est vraiment un peu, je pourrais dire, je reviens sur cette histoire de prion, mais elle est dans une forme de sacré, vous voyez, dans ce lien à la maternité. D'ailleurs, les anthroposophes font beaucoup de liens aussi avec la vache et le cosmos, avec ses cornes et ses sabots la ramènent à la terre, ses cornes la relient au cosmos, elle est entre les deux, c'est vraiment un être assez important aussi dans la cosmogonie de Steiner. Et d'ailleurs, l'idéogramme primitif de la lettre A, c'est la tête de taureau. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Dans l'alphabet hébreu, on va retrouver en effet le Aleph, qui est la tête de taureau. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est l'énergie du féminin, mais cette énergie du féminin qui est nourricier. Donc, c'est un féminin matériel un peu. Ouais. C'est un féminin incarné et plutôt terrestre que céleste. Mais bien sûr qu'il y a toujours cette connexion entre les deux. Du coup, quand tout va bien, c'est-à-dire que votre mère, c'est une bonne vache, quoi. Si je peux dire ça de façon un peu prosaïque, eh ben, vous n'aurez pas de soucis avec le lait de vache. C'est-à-dire, quand je dis pas de soucis, ça veut dire ni il y a de désir, ni il y a d'aversion. C'est comme si, voilà, c'est un aliment parmi d'autres, vous n'allez pas forcément en faire des orgies, et vous n'allez pas non plus le détester. Et vous pourrez manger de temps en temps des produits laitiers divers et variés, en étant curieux, vous l'intégrez à votre alimentation, mais vous n'en faites pas un cas particulier. Dès qu'il commence à y avoir un problème avec le lait de vache, là, on va commencer à se poser la question sur l'état de la relation avec le maternel. Attention, le maternel, c'est pas forcément maman. Évidemment que c'est votre maman qui va incarner le mieux naturellement, le maternel, mais pas que. Parce qu'il suffit que dans votre histoire, c'est pour ça que je disais bien tout à l'heure, il faut vraiment le lire dans la vie de la personne. Ouais. Dans votre histoire, c'est votre grand-mère qui a joué le rôle de la mère. Donc le maternant va être en lien avec la grand-mère chez vous. Mais ce manque de mère va peut-être être comblé par un désir très puissant de lait sous différentes formes. Et pour le coup, ça sera peut-être plus facilement de lait froid, de yaourt, de produits fermentés, mais de type plutôt froid. Parce que ce qui va vous manquer, c'est la mère qui éduque. Peut-être vous avez manqué aussi de la mère qui cajole. Là, c'est plutôt le lait chaud. Mais peut-être la grand-mère a bien joué ce rôle. Donc, ça sera peut-être pas ça qui va pêcher. Enfin, quand je dis pêcher, d'ailleurs, on entend comme on veut. Mais en tout cas, c'est peut-être pas là où on va avoir un souci dans la relation à l'aliment. Et puis, si ce que vous détestez, par exemple, c'est le lait sous sa forme première, mais que vous adorez le fromage sous toutes ses formes, alors on pourra se poser la question de la relation qui a été peut-être conflictuelle, compliquée, voire toxique avec la mère, mais qu'en allant chercher du fromage, vous allez chercher une mère complètement transformée. Vous allez chercher une mère travaillée par les microbes, travaillée par l'environnement, et elle change de forme. C'est quand même magique. On passe du lait, où tout le monde voit à quoi ça ressemble, à un maroilles, ça n'a quand même pas du tout la même forme, quoi. Et une meule de comté, encore moins. Oui, tout à fait. Les mentales avec ses trous ou pas. Vous voyez, on est sur... Il y a je ne sais plus combien de variétés de fromage, mais en tout cas, De Gaulle disait à l'époque comment gouverner la France, un pays où il existe plus de 500 variétés de fromage, comme une espèce de boutade, mais parce que c'est l'identité aussi de chaque territoire. Et on pourrait se dire, alors il n'y a qu'un pas avec la relation aussi à la mère, ou en tout cas le désir de relation dans ce qu'il n'est pas, puisque toujours l'aliment vient combler un manque. Intéressant. Et si tu pouvais nous donner aussi un exemple parmi les végétaux, justement, parce qu'on a parlé de la part, je dirais, animale, mais alors dans les végétaux, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un fruit ou d'un légume, par exemple, qui porte en lui un symbole intéressant pour nos auditeurs? Oui, alors, en fait, c'est plus généraliste. Alors, ce qui me vient, c'est l'ananas. Alors, partons sur l'ananas. Voilà, on pourrait dire de manière générale, les fruits vont nous aider à gérer nos envies de pouvoir.
les fruits contiennent de l'eau, du sucre, des vitamines, des polyphénols, un peu des minéraux, des oligo-éléments, ça dépend. Mais globalement, la forme, la couleur, le fait aussi que ça soit aérien, hein, c'est que les fruits ils poussent pas sous terre, ils poussent sur les arbres, hein, donc c'est un peu différent. Et justement, l'arbre va nous ramener aussi à une notion plus familiale, plus transgénérationnelle, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, on a le fruit de la connaissance du bien et du mal dans la Bible. Alors, peut-être que c'est pas vraiment la lecture symbolique la plus adaptée, mais en tout cas, on a tous entendu ça. Bien sûr. Donc, les fruits, en général, nous aident, en tout cas, à gérer nos envies de pouvoir. Attention, nos envies de pouvoir, c'est toujours par rapport à nous, tout ça. Hein. C'était comme tout à l'heure, le chocolat avec l'amour de soi. Bah là, c'est le pouvoir sur soi-même et pour soi-même, c'est-à-dire ne pas, par exemple, laisser les autres prendre le pouvoir sur soi, c'est reprendre le pouvoir sur soi. D'accord. Donc, vous vous poserez la question si vous n'aimez pas les fruits, si vous supportez pas les fruits, si vous êtes allergique aux fruits, si vous n'aimez que les jus ou si vous aimez que les fruits secs, voilà. Bref, il y a 1001 possibilités. Mais pour en revenir à l'exemple précis de l'ananas, l'ananas est un fruit qui pousse d'une façon particulière parce que son support, en fait, est entre la plante et l'arbuste, on va dire. Et en fait, il n'y a qu'un seul fruit par plante. Donc, quand en fait, ça fait beaucoup de travail pour récolter un seul fruit. Si on prend un bananier, il y a un régime, entendez bien, un régiment, on pourrait dire, hein, de bananes. Il y a plusieurs régimes de bananes, d'ailleurs, sur un arbre. Donc, et ça repousse chaque année. L'ananas, c'est du one shot. Ok. Et on pourra dire, il faut que l'arbre meure pour que le fruit naisse. Intéressant. Donc l'ananas, je trouve et ça j'ai pu le vérifier à de nombreuses reprises. Alors c'est des petits moments assez précieux, assez bénis, où il y a une confiance extraordinaire qui s'installe avec la personne avec qui on travaille en thérapie. Et j'ai pu le revérifier, notamment l'année dernière. Je pense à quelqu'un qui me dit mais j'adore l'ananas. C'est quelqu'un qui avait une relation assez compliquée avec ses deux parents, un homme, on va dire, d'un certain âge et qui avait eu un gros souci de santé pas longtemps avant et qui vient me voir pour ce problème de santé. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est par l'alimentation que les choses se sont ouvertes, en fait, hein, et que la parole a pu se libérer. Et c'est passé par l'ananas. Donc, il a pu confirmer cette notion de pour exister, je dois tuer quelque part. Alors, c'est symbolique, hein, bien évidemment, mais je dois tuer là d'où je viens. C'est-à-dire, je dois faire table rase quelque part. Je dois me reconstruire entièrement parce que quelque part, mon arbre, c'est-à-dire ce qui me porte dans la famille, ça nous parle quand même de mort et résurrection. Oui, bien sûr, mais c'est un arbre qui ne donne qu'un fruit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de très douloureux quand même dans cette histoire. Ça ne perdure pas. C'est pas quelque chose qui va pouvoir perdurer. Et si je veux me réaliser dans cette vie-là, alors il faut quelque part que je détruise ce qu'il y avait derrière moi. D'accord. Encore une fois, tout ça, évidemment, est symbolique. Hein. Oui, évidemment. Oui, non, j'entends bien. D'ailleurs, Annick de Souzenel dit que les symboles relient aux archétypes qui sont en amont de l'historique dans l'anthologie de l'homme. Donc, tout un univers. Et alors, c'est très intéressant. Et alors, toi, justement, en tant que naturopathe, en tant que thérapeute, est-ce que tu est-ce que tu poses déjà la question à tes patients ? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez, ou est-ce que c'est quelque chose, qui intervient en filigrane, dans tes accompagnements, ou tu l'as vraiment intégré dans ton accompagnement thérapeutique ? Oui, alors je l'ai pleinement intégré à quasi toutes les consultations de mes clients. Alors on dit client en France. Oui, tout à fait. Nous, on dit patient, mais voilà, en France, la naturopathie n'est toujours pas reconnue comme une pratique de médecine complémentaire. Donc, on fait attention. En fait, quand j'ai découvert tout ça, j'ai eu besoin de l'expérimenter.
Parce qu'il y a une forme de pensée magique un peu dans tout ça, de code, de se dire, voilà, ça, tel aliment égale tel problème. Ouais. Donc, je voulais le vérifier, donc je l'ai passé à la moulinette de ma pratique. Et comme j'étais de toute façon déjà férue d'alimentation sur les différents plans, j'étais formée en diététique, en nutrition, en micronutrition, donc c'était assez logique, Bien sûr, à un moment, juste de faire un petit tableau et de dire aux gens quels sont vos principaux désirs, principales aversions, et on essayait, comme on travaillait en naturopathie de manière holistique, et en lien avec le psycho-émotionnel, c'était le bon endroit, j'ai envie de dire, pour faire le lien entre la problématique que la personne amenait sur le plan physique, son hygiène de vie, c'est ça, ouais. les changements qu'elle souhaitait opérer, et finalement, ça venait comme une espèce de pièce de puzzle qui venait compléter en fait quelque chose de plus global. Et de travailler aussi sur différents plans, justement, de sortir du plan de alimentaire, organique, tout à fait. Sûr. Et du coup, là, je le faisais de manière vraiment quasi systématique, donc ça m'a énormément appris. Donc, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont passées dans cette moulinette pendant peut-être 3-4 années. Et puis maintenant, c'est plus spontané, c'est-à-dire, je pose toujours la question de toute façon de l'alimentation, parce que ça fait partie du job du naturopathe. Et c'est plutôt, je vais être à l'écoute des des petites choses, la façon de dire, moi je mange ça de cette façon-là, ou tel aliment, des particularités, et puis surtout, quand c'est en lien avec l'objectif, là, je vais me servir évidemment de cette technique entre guillemets pour faire du lien et pour questionner et pour ouvrir vers d'autres, pistes aussi, pistes de réflexion, d'accompagnement et surtout des solutions. Parce que en fait, ce qui est incroyable, c'est que ça fait un effet assez étonnant sur aussi les résultats dans le corps. Parce que c'est ça qu'on va chercher. Bien c'est sûr, pas que à se faire plaisir, à se raconter des histoires d'alimentation. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, donc tu es dans l'accompagnement des personnes, mais qu'est-ce que tu en fais aussi de cette compétence ? Est-ce que tu formes des gens à la symbolique alimentaire ? Alors, j'ai fait quelques petits séminaires d'une journée avec une amie qui est psychogénéalogiste, Noël Lamy, qui organise d'ailleurs le deuxième symposium de psychogénéalogie international, là, qui aura lieu en France, à Lyon, le mois prochain. J'aurai le plaisir d'y donner une conférence justement sur les liens entre l'alimentation et la psychogénéalogie. On pourra mettre le lien sur Instagram du congrès si ça intéresse des personnes. Mais oui, avec plaisir. Qui sont dans la région ou qui voudraient peut-être réécouter. Je ne sais pas si les conférences seront... Oui, les conférences seront enregistrées et il y aura une possibilité il me semble, de les écouter en streaming ou en tout cas... je mettrai les liens de toute façon. Un peu après. D'accord. Le congrès. Et du coup, on a donné à 2 ou 3 reprises, 2 reprises, il me semble, une fois à Genève d'ailleurs, un séminaire. Mais pour l'instant, c'est encore assez confidentiel, on va dire. J'ai fait 2 sessions de formation aussi à la sensibilisation à ce qui nous nourrit, avec des ateliers cuisine aussi, pour qu'on puisse adjoindre la pratique avec tous ces aspects théoriques. Donc c'est une série de 6 ateliers. Et j'ai arrêté au moment du Covid et pour l'instant j'ai pas encore repris. Voilà. Très bien. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir suivre cet enseignement avec toi sur Genève, et j'imagine que ça pourrait passionner beaucoup de nos auditeurs. Donc si ça intéresse des personnes, surtout qu'elles n'hésitent pas à nous en faire part, et je te ferai suivre la demande. En tous les cas, merci beaucoup Carole Prost d'être venue nous parler de la symbolique alimentaire. Nous nous rendons compte aujourd'hui que se nourrir, c'est plus que ingérer des aliments, et que ça nourrit et le corps et l'âme. Merci
beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup Marie.